Bonjour et bienvenue dans Parlons ServiceNow. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet aussi complexe que passionnant, les custom apps. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir JC qui est parmi nous. Bonjour JC. Bonjour Mehdi, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous expliquer ton rôle et notamment comment est-ce que tu interagis avec ServiceNow et avec le sujet d'aujourd'hui, les custom apps? Oui, bien sûr. Alors JC, c'est pour Jean-Charles. Je suis un solution architect en fait chez ServiceNow. Je suis basé en Suisse. Je suis français d'origine et ça fait 8 ans, 7-8 ans que je fais du ServiceNow maintenant. Et mon rôle aujourd'hui, donc comme je disais, solution architect, ou mon quotidien plutôt, c'est de définir à quoi va ressembler le projet d'implémentation pour une plateforme, aussi bien en termes de roadmap qu'en termes de ressources de notre équipe Customer Outcome en fait en interne. Alors ça va par rapport à la discussion d'aujourd'hui, du développement de scoped application, mais aussi, c'est principalement de toute façon l'implémentation de fonctionnalités out of box que l'on permet. En fait, j'ai une double casquette. Une casquette plutôt d'avant-vente, donc pour scoper les projets, mais je travaille aussi post-sales sur la partie implémentation et m'assurer de passer le relais entre ce qui a été fait avant, ce qui a été défini avant et comment c'est implémenté. Et ça me permet justement d'avoir cette double exposition, aussi bien sur les décisions stratégiques, de pourquoi ou de ce qui voulait être fait à l'origine, et puis sur l'implémentation, être plus proche de la réalité du terrain et de comment se font les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que j'ai déjà vu malheureusement dans certaines implémentations, et je pense que ça a aussi été ton cas, des clients qui avaient au départ une idée, qui en cours de route change un peu de besoin ou le besoin qui évolue, et quelquefois une solution qui était complètement standard, et ben au final une custom app aurait bien mieux répondu, ou alors des fois Oui. aussi dès le départ on sait qu'on fait de la custom app et là on y va tout seul. Pour expliquer à nos auditeurs qui seraient pas familiers avec ça, est-ce que tu saurais nous expliquer, ça va être quoi la différence? Et surtout, comme il y a beaucoup d'organisations qui hésitent entre développer une application ou la construire carrément avec d'autres technologies, pourquoi est-ce que c'est un choix qui est souvent plus complexe qu'il y paraît? Alors, c'est complexe parce que, en fait, pour faire une analogie avec une maison, si tu veux construire une maison, il faut être sûr que tu vas partir d'un terrain vide, tu vas construire de zéro, tu as fait des fondations, tu montes ta maison. Alors que sur ServiceNow, si tu veux développer sur ServiceNow, en fait, tu pars pas de zéro, tu pars d'un existant. C'est là où c'est plus complexe, c'est qu'il faut avoir une bonne maîtrise de l'existant, de ce que tu as et de ce que tu peux en faire pour juste prendre la bonne décision et de savoir de développer de développer l'application correctement et surtout on va voir, on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a des cas d'utilisation qui sont peut-être moins propices à l'utilisation de ServiceNow pour du développement. Et je sais que j'ai encore certains clients ou prospects qui ont une vision un petit peu datée malheureusement de ServiceNow, où ils le perçoivent surtout comme un outil d'ITSM. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement pourquoi c'est pas juste un outil ITSM et plus une vraie plateforme de développement? Bon, alors, je pense que c'est l'historique qui fait que on Mm. parle d'un outil d'ITSM, un outil de ticketing. Oui. La vision de la plateforme tout au début était vraiment une plateforme SaaS pour gérer les workflows. Il s'est trouvé que ça s'est orienté sur ITSM. C'est ce que disait Fred Ledy en fait quand il a développé l'application tout au début. C'était de dire voilà, c'est une application pour faire du workflow SaaS, pour gérer les flux, les interactions. Ce qu'il connaissait très bien, c'était le monde ITSM. Donc, pour montrer la faisabilité, il a développé l'outil ITSM qui a évolué à ce que l'on a aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'on a commencé. Mais c'était vraiment pas la vision et l'ambition du départ. Et c'est pour ça qu'on s'est depuis étendu à l'ensemble des outils IT, en fait, de l'IT for IT, aux parties ressources humaines, pour plutôt côté en direction de l'employé, ou la partie CRM, CSM pour la vision plutôt client, ou l'interaction plutôt client. Et justement, avant, tu faisais une analogie qui était plutôt intéressante où tu disais faire une app avec ServiceNow, ça revient à reprendre une maison déjà existante et à bâtir par-dessus. Oui. Est-ce que tu saurais nous décrire un petit peu plus techniquement, c'est quoi les avantages de partir justement de ce modèle existant plutôt que de partir sur une feuille blanche? Alors,
C'est ce qu'on obtient en fait dans la boîte ServiceNow sans avoir à coder. Tu vas hériter pardon de la sécurité des ACL Mhm. avec les rôles. Donc toute cette partie-là du moteur de workflow qui orchestre plutôt pour orchestrer tes processus, d'une base de données dans la CMDB qui est quand même le cœur de la plateforme. Donc c'est toutes ces données qui sont déjà existantes que tu peux réutiliser. J'ai pas mentionné mais les utilisateurs qui sont déjà là. J'ai parlé des rôles mais les utilisateurs sont certainement déjà là. Il y a pas mal d'API en place sur la plateforme que tu peux réutiliser directement prête à l'emploi. Enfin, il y en a d'autres. Après, il y a des choses peut-être moins communes, mais la partie notification, la partie gestion de l'audit, la gestion des SLA, que tu peux leverager en fait sur n'importe quelle application. Et donc, selon toi, c'est à partir de quel moment que on va se dire: «Ah bah tiens, là, ça vaut le coup de partir sur ServiceNow», plutôt que: «Bah non, ça, c'est pas la peine, on part plutôt d'une feuille blanche et puis d'une techno autre»? Si on réfléchit aux besoins de l'application, dès que ton application a besoin d'interagir avec des données qui existent déjà, ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Ok, alors, j'ai parlé de workflow. Il y a vraiment cette notion de workflow d'approbation et d'un flux assez clair, de notification, de traçabilité. Là, tu peux commencer à te dire, ServiceNow est une bonne option. Je vais prendre l'exemple pour un client qui voulait gérer les accès physiques au bâtiment. Donc, c'est pas quelque chose que l'on fait par nature sur la plateforme. Par contre, on a déjà les utilisateurs, on va voir leur rôle, on va voir leur manager s'il y a besoin d'approbation, on va potentiellement avoir les localisations et les bâtiments. Je dis potentiellement parce que dans ce cas-là, ils ne les avaient pas, mais on peut les intégrer. Donc, l'application allait gérer la demande, un utilisateur qui avait besoin d'accéder à certains bâtiments. Et derrière, on allait s'intégrer, et c'est l'autre force principale de ServiceNow, c'est l'intégration avec des outils tierces. On allait s'intégrer avec l'outil de badging des bâtiments et de permettre aux utilisateurs de automatiquement obtenir leur accès. Donc il y avait vraiment ce flux avec cette approbation qui arrive à la fin et l'intégration pour l'exécution. Et donc si je comprends bien, c'est le fait d'être à proximité, de pouvoir exploiter l'existant et de se connecter aux autres éléments du SI qui va vraiment donner de la pertinence dans ce choix. Est-ce que, à part donc les données utilisateurs, tu vois d'autres données ou les données CMDB que tu as citées, tu vois d'autres données ou d'autres processus qui permettraient de se dire: «Ah bah là, une custom app, ça vaut vraiment le coup, on va pouvoir utiliser, ce que ServiceNow a déjà»? Alors, d'autres données, peut-être pas, mais c'est quand même quand quand ça tourne autour des processus métiers. Et là, on va s'éloigner de l'ITSM. Ouais. Mais il y a toujours cette idée d'approbation, de demande de services ou de gestion d'actifs. Donc, j'ai un client qui voulait gérer ses essais pharmaceutiques, en fait. Donc, il y avait déjà les utilisateurs. Je reviens sur la même chose, les utilisateurs, les équipes et la partie approbation dans ServiceNow. Tout ce qu'il a fallu créer, c'est tout le monde qui est spécifique au métier sur le Clinical Trial Management et pour justement gérer le cycle de vie des différents équipements médicaux. Et donc là, clairement, c'était une custom app qu'il fallait faire parce que, ben, il y avait pas d'intérêt ou en tout cas, si on avait fait une application ailleurs avec un autre outil, bah, il aurait fallu refaire toutes ces connexions et ça aurait été, bah, très long et très lourd. Donc c'était clairement le bon choix. Est-ce que à l'inverse, tu as aussi des cas où il y a des custom apps que tu as vu faire ou que le client voulait peut-être faire et où, bah, c'était pas une bonne idée? Alors, on est dans le monde de l'informatique, je pourrais dire qu'on peut tout faire, Mmh. mais il y a clairement des cas où c'est, on va dire, moins agréable, et puis il y aura moins agréable à développer sur la plateforme, et puis pour différentes raisons, je vais y venir. Enfin, de mon expérience, il y a le cas où tu veux faire une gestion documentaire riche avec des médias, c'est pas le bon système pour ça. Il y a d'autres outils qui vont exister, qui vont faire les choses mieux en termes de versionning, en termes de prévisualisation de documents, d'édition plus collaborative des Mmh. solutions. C'est pas là où on va se positionner et être très à l'aise. Enfin, on peut se positionner, mais je pense que c'est pas le plus pertinent. Bah oui, parce que typiquement, si tu as besoin d'un endroit où tu ranges des documents, par exemple, Office, comme du Word, du PowerPoint, et que tu veux que plusieurs utilisateurs puissent les ouvrir et les modifier en même temps, ServiceNow va pas permettre, je crois, ce genre d'accès concurrent. Je crois pas. Après, sur Il la me partie semble knowledge pas. base, il y a certaines choses que tu peux faire, mais ça reste Oui. très ciblé, un use case particulier. Mais c'est pour ça que je parlais de gestion documentaire riche, où vraiment où il y a des vidéos, des médias, des choses comme ça. C'est vraiment pas c'est même pas l'objectif. Le deuxième cas, c'est parce que ça peut arriver. Les clients vont nous dire, bah, j'ai déjà la plateforme, je veux juste leverager l'utiliser en tant que back-end. Et au final, chaque fois qu'on se positionne sur ces solutions où
ServiceNow est une partie tout à la fin, ça reste plus compliqué, c'est pas là où on en tire la meilleure valeur. Développer son propre interface pour après se connecter sur ServiceNow, tu sais pas aussi, c'est économiquement et techniquement, c'est pas le bon choix en fait. Ouais, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est juste que si tu veux tirer le maximum de la plateforme, c'est un peu dommage de l'utiliser que pour ça. Que pour ça. Et que, C'est ouais, je comprends. c'est pour ça que j'ai commencé en disant on est dans le monde de l'informatique et on peut tout développer. Ouais, ouais. Donc c'est pas la faisabilité ou pas qui est en question, c'est est-ce que c'est pertinent de le faire ou pas quoi. Et justement, en parlant de pertinence, quels vont être pour toi les principaux risques si on s'entête et qu'on se dit, bah, même si je me doute que c'est pas ServiceNow qui fait pour ça, bah, je veux quand même y aller. Alors, ce que j'ai rencontré, et je pense que beaucoup de consultants on peut l'avoir, tu sais que tu as de la frustration de partout. Tu vas avoir le client qui va être frustré parce que lui, il va payer cher pour une solution qui ne répond pas vraiment à ses besoins, parce qu'il trouve que c'est pas l'idéal. L'utilisateur, parce que lui, il va avoir une expérience utilisateur navrante et qui est vraiment Mm. loin d'être optimale. L'équipe technique qui justement se Ouais. sont obligés de bricoler des choses pour essayer de répondre aux besoins, mais sans essayer de faire rentrer un carré dans un rond. Et au final, il y a une mauvaise image de ServiceNow et personne dans l'écosystème n'est content. Alors que le problème, c'est juste à l'origine, c'est pas ServiceNow qui était le mauvais outil, c'est qu'on a utilisé le mauvais outil pour faire la mauvaise chose. Et c'est Ouais, et ouais. c'est pas spécifique à ServiceNow au passage. Ce risque-là, c'est le même pour beaucoup de choses. C'est même pour tous les outils informatiques. Quand on les utilise pour Mauvais escient. à mauvais escient, merci. Je t'en prie. Ah bah, à mon avis, c'est même, on peut même l'élargir à n'importe quelle activité, parce que si tu commences à essayer de planter des clous avec un tournevis, tu vas sans doute passer un sale quart d'heure. C'est bon, c'est l'exemple que j'avais. C'est que tu Oui. vas finir par y arriver. Oui. Mais alors, d'une, tu auras passé beaucoup de temps. Et de deux, le résultat ne sera pas terrible. Voilà, Ouais, c'est ça. non. Je suis pas un expert du bricolage ou du BTP, mais ça, je sais que c'est pas une bonne idée. Non, mais oui, c'est intéressant. J'avais exactement la même idée en tête. Le tournevis et le clou. Ouais. Et donc justement, pour pouvoir tirer les bonnes valeurs des actions qu'on va mener, quels sont les critères que tu conseillerais à une organisation, donc des critères un petit peu clés, qu'elle devrait analyser avant de se dire, bah, je pars sur du ServiceNow ou je me fais une autre stack avec les outils de mon choix. J'en vois cinq dimensions. En fait, la première, et on en a un peu parlé, la donnée. Mm. Si les données sont déjà sur la plateforme ou si elles sont dispersées à droite à gauche. Alors, ServiceNow offre une offre d'intégration assez large, mais si déjà tu as des données dans la plateforme, tu peux te dire que c'est une bonne idée de partir sur ServiceNow. Après, il y a le côté économique. Il ne faut pas que voir la partie développement, mais il faut le voir sur le long terme. Si tu développes quelque chose qui peut te coûter peut-être que moins cher sur des outils Microsoft, alors que sur le ServiceNow, tu vas tout de suite payer les licences, Mm. ça peut te paraître plus cher. Et donc, faut voir sur le long terme, en fait, au bout de 3 Mm. à 5 ans, ce que ça te coûte réellement, pas juste le développement. Mais c'est un volet important. L'autre chose que je vois souvent chez les clients, c'est les compétences. J'ai fait une extrapolation avec Excel. C'est facile de faire beaucoup de choses avec Excel et il y a beaucoup de gens qui savent utiliser Excel. Donc c'est pour ça que ça marche si bien. C'est très facile de donner ton Excel à quelqu'un d'autre et puis il peut le tweaker. Il comprend assez vite ce qui fonctionne et puis il le réutilise. Là, c'est pareil. Si tu n'as pas de compétences en interne sur ServiceNow, ça va être compliqué de développer une application où il va falloir que tu montes ton équipe. Alors que si tu as déjà beaucoup d'équipes sur d'autres plateformes, le client va avoir tendance à basculer. Et l'inverse est vrai. Si Mm. on a une force équipe et ServiceNow, plutôt que d'inclure une nouvelle technologie, on va leverager nos compétences. La complexité qui est technique. On en parlait des deux, trois choses qui sont bien sur ServiceNow ou qui sont peut-être moins pertinentes. Donc c'est là où la complexité technique rentre en compte. La dernière dont on n'a pas parlé, c'est la partie stratégie d'entreprise. Les clients vont avoir défini des stratégies en termes de développement. S'il y a un partenariat stratégique particulier avec ServiceNow ou avec d'autres éditeurs, va y avoir une équipe qui s'occupe de déterminer la meilleure plateforme pour faire le développement en fonction de différents critères. Donc on a vraiment ici 5 dimensions à analyser avant de prendre sa décision. Et dans ces dimensions, tu as notamment mentionné le fait d'avoir une vision un petit peu long terme pour essayer de faire quelque chose de pérenne. Oui. Comment est-ce que tu intégrerais la notion de coût global, de maintenance et surtout d'évolution dans cette décision? On parlait du raisonnement en TCO à 3 ou à 5 ans. En fait, tu vas avoir à prendre en compte les licences récurrentes, la partie maintenance évolutive
les upgrades potentiels de tes outils. Alors, on parle de plateforme, donc les upgrades des plateformes. On a parlé de la compétence, mais le coût des équipes qui maintiennent. Mhm. Des équipes qui sont plus rares vont être plus chères. Le coût des intégrations et de leur maintenance, ça aussi, c'est souvent la partie qui est... L'intégration, c'est défini au début du projet. Ça fonctionne à ce moment-là et on est dépendant de l'outil avec lequel on s'intègre. Donc, quand lui évolue, il faut que nous aussi, on évolue pour être toujours aligné. Et ça, c'est souvent overlooked. Une application qui semble coûter moins cher au départ, mais qui demandent plus de connecteurs, qui vont pas fonctionner, qui vont avec des équipes où on maîtrise très mal le ownership des données. Au final, à la fin, elle va revenir plus cher. Tu as l'impression d'économiser sur les licences, mais tu vas payer plus cher en termes d'infrastructure, de sécurité ou d'intégration. Et du coup, c'est vraiment un coût global qu'il faut essayer d'estimer, sinon bah, tu risques de prendre une décision qui est basée sur des informations incomplètes. Oui. Et alors, question un peu compliquée, mais dans ce grand jeu de prendre la bonne décision au bon moment, quel est pour toi le rôle du consultant et comment est-ce qu'il doit intervenir dans cet arbitrage pour éviter des décisions un petit peu trop dogmatiques? Alors, le consultant, en fait, il doit avoir vraiment, ça doit être le garde-fou. Ça doit être lui qui est capable de dire, bah oui, c'est mon job, c'est de vous donner de poser les bonnes questions, montrer ce que ça coûte ou pas de faire avec ServiceNow pour que le client prenne la bonne décision. Je pense qu'en tant que consultant, on gagne en crédibilité, euh, j'ai envie de dire en trust aussi, si Mhm. on est capable de dire, ah bah là, c'est pas du tout le bon use case. En fait, la partie la plus difficile, c'est d'expliquer pourquoi c'est pas le bon use case et que le client Mm. l'accepte. En tant que consultant, c'est à notre avantage de pouvoir dire quand c'est pas le bon, c'est pas le bon cas. Puis je pense que c'est quelque chose pour lequel ton client te remerciera sur le long terme parce qu'il sera content du résultat, ou en tout cas le résultat sera au niveau des espérances qu'il avait, et ça évite les déceptions, et comme tu l'as dit, Oui. ça améliore la confiance et la relation que vous avez, donc c'est intéressant de bosser comme ça. Et c'est vrai par rapport à moi, mais c'est vrai pour ServiceNow. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, mais quand tu vends une solution ServiceNow, tu vas te dire que c'est forcément la solution la plus pertinente. Mais si on vend, comme on disait tout à l'heure, on en parlait, la mauvaise solution pour le mauvais use case, à la fin, tout le monde est frustré. Et le Ouais. client, il aura un mauvais retour. Et côté ServiceNow, là où on va se retrouver avec des escalations ou des debugs qui sont jamais agréables après coup, quoi. Donc Ouais. c'est pas, ça peut paraître sur le coup une mauvaise chose, mais je pense que sur le long terme, c'est la bonne chose, c'est le bon comportement à avoir. Et justement, donc on vient de dire que dans ServiceNow, on peut faire tout un tas de choses. Imaginons le cas où il y a une entreprise qui a plein d'occasions et qui du coup va se mettre à faire plein d'applications parce qu'elle en a besoin, des applications métiers qui aujourd'hui ne sont pas couvertes par ce que fait ServiceNow. Comment est-ce qu'on évite la multiplication anarchique des custom apps afin que ça reste quelque chose d'un peu lisible et structuré? En fait, on va mettre en place. Alors, j'ai pas mal de clients qui mettent en place des Center of Excellence, des COI, avec Ok. une grille de décision, quelque chose de clair. Et ça permet aux clients matures, justement, mes clients vont avoir 2, 3 applications de développement Mhm. stratégique. Je vais prendre l'exemple Microsoft, ServiceNow, quelque chose de plus spécifique au métier, avec des critères du style, bah, si l'application a besoin de données ServiceNow et avec des workflows d'approbation, Mhm. on les met sur ServiceNow. Si c'est plutôt lié à la partie bureautique, travail collaboratif, on va sur Microsoft. Si c'est quelque chose qui est très spécifique métier, et là, moins processus métier, mais très spécifique, eh ben, on va utiliser la plateforme métier qu'on avait identifiée. Plus l'overlap est clair entre les applications, mieux c'est, parce que plus c'est simple de prendre la décision. Oui. Et sans cette gouvernance, justement, tu te retrouves avec des applications un peu partout, avec tu sais plus qui les maintient, qui les gère. Donc ça devient vite compliqué. Mais ça fait partie aussi de la gouvernance ServiceNow au sens Alors là, c'était une gouvernance plus large, mais côté ServiceNow, il doit y avoir une gouvernance qui soit technique, qui soit de portfolio aussi, qui soit capable de dire non, non, ça c'est ou même plus stratégique. Ce type d'application n'est pas dans la stratégie du groupe à être implémenté sur la plateforme. En fait, si je comprends bien, ça rejoint une stratégie qui est pas liée seulement à ServiceNow, mais qui va aller un petit peu plus loin, une stratégie de SI, et c'est presque de l'urbanisme, si c'est pas de l'urbanisme à ce niveau-là, de se dire comment est-ce que je veux que mon SI fonctionne, et à quel moment est-ce qu'on fait pousser des choses dans ServiceNow ou pas. Oui, c'est exactement ça.
C'est beaucoup plus transverse. Et là, on parle de vision ou de partenariat stratégique. Justement, parce que ça a été pensé en amont pour justement. Ouais, j'aime bien quand tu parles d'urbanisme, en fait. Pour créer ton SI pour qu'il soit le plus rationnel possible, et puis Mhm. éviter la multiplication et qui rend les choses toujours très compliquées. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné précédemment, mais il y a aussi avec ServiceNow tout le côté technique qui vient et pour le côté technique, j'entends, les serveurs, ils sont déjà redondés, ils sont déjà résilients et donc tout ça, tu pas à le remettre en place alors que si tu fais un dev sur, un petit serveur et que ton serveur tombe, ton appli, elle est down tout de suite, quoi, et ton service, il est plus là. Alors, c'est pas spécifique à ServiceNow, et je pense que c'est Oui, de plus en plus vrai. On parle de plateforme SaaS. C'est la différence entre faire utiliser du SaaS ou utiliser du on-prem. ouais, Ou voilà, le SaaS, tu gères pas. Mais on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est pas spécifique à ServiceNow. On va dire que oui, les c'est vrai. clients qui commencent à se positionner là-dessus ont déjà assimilé cette partie-là. OK, en termes de maturité, ça vient après. Ah, ouais. Ils évitent de faire enfin, mes clients ne font pas beaucoup de custom dev sur des choses on-prem après. OK. J'en ai de moins en moins. Ces clients justement qui ont une forte maturité, est-ce qu'il y en a pour qui ServiceNow est vraiment devenu un socle applicatif transverse avec, tu sais, toute cette notion en plus de citizen developer? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois encore un peu rarement, voire pas encore, peut-être pour tes clients? Ça arrive tout doucement, en fait, je vais dire ça comme ça. Après, en Mmh. discutant avec des collègues, j'ai l'impression que c'est de plus en plus présent. OK. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé et qui est aussi important, c'est que des fois, on va essayer de vendre, on essaye de vendre quand on parle des solutions, on pousse pour le maximum de rester out of the box. Mmh. Mais pour certains use cases, le client n'a pas besoin de la solution complète. Ils ont un besoin très minime. Et la solution complète out of the box serait trop compliquée potentiellement, peut-être aussi trop cher. Mmh. Et Mmh. donc pour ce use case très précis, on peut aussi faire du développement. On n'en a pas parlé et ça peut permettre aux clients justement d'avancer dans ce mode, de monter en maturité Mmh. sur ce processus ou autre. L'avantage de le faire sur la plateforme, c'est qu'on va pouvoir commencer à le faire en ayant en tête le processus cible qui est plus compliqué. Et d'ici quelques années, si les choses deviennent plus matures, peut-être que c'est sur une solution, la solution que propose ServiceNow Out of the Box et s'éloigner de la custom app est une stratégie payante en fait. J'arrive à voir j'ai quand même pas mal d'appels d'offres, enfin plusieurs, pas mal, je sais pas là. J'ai quand même des appels, des réponses où justement le client ne veut pas de la solution complète et il faut qu'on trouve quelque chose de très basique, très simple pour couvrir un use case très particulier. Et c'est souvent vrai quand on va remplacer des plateformes existantes. Et ce use case est en place, il faut qu'on ait un moyen de le remplacer. Mmh. Et du coup, sur ces use cases très simples, est-ce que tu saurais nous donner un petit peu des échelles de temps, pour on va dire, allez, on va taper sur les extrêmes, le use case le plus simple qui a été implémenté, et le use case le plus complexe, combien de temps ça a pris et quel est les ressources qui étaient nécessaires pour, mettre ça en œuvre? Alors, ça va être compliqué de parler comme ça, mais il y a une dimension qui est super importante, c'est qu'en général, si on commence à implémenter les solutions out of box, avec le processus, je vais appeler ça le processus complet, ça demande pour un client qui est pas, mais alors on parle vraiment de pas du tout mature, ça va demander une charge de travail en termes d'OCM, de change management, Mmh. et très importante. Et c'est surtout là que que le coût va être important. La solution, au final, ça va être le coût des licences. L'implémentation, il n'y a pas de maturité, donc on va pas pouvoir parler de faire des choses extraordinaires. Le client va prendre la partie implémentation sera peut-être quelque part très rapide, technique. Mmh. Mmh La mh. partie OCM va être Ah, beaucoup plus lourde parce lourde. que au lieu d'utiliser voilà une simple table pour gérer un type de ticket, il va falloir utiliser le processus complet qui peut avoir d'interaction avec d'autres processus qui n'étaient pas prévus à l'origine. Donc, ça va être, on va à la rigueur, la partie implémentation peut consister à détricoter et c'est ce qui est vraiment pas du tout ce qu'on préconise chez ServiceNow. Oui, oui, forcément, si on peut avoir une roadmap claire avant de démarrer, c'est toujours plus simple. OK, très, très bien. Je pense qu'on a à présent une vision un petit peu globale de quand est-ce qu'on doit utiliser ServiceNow et faire une custom app, quand est-ce qu'on part sur sur un développement plutôt custom avec une autre stack ou d'autres techno. On a aussi un peu évoqué un sujet qui est très intéressant, qui est de dire
quand est-ce que je prends une appli ServiceNow qui existe et quand est-ce que je pars sur une custom app? Donc, comme tu l'as dit, effectivement, si on veut utiliser 1% d'un process, dans ce cas, une custom app, ça a plus de sens. Et puis, quand on sera mature, peut-être rentrer dans la grosse machine parce que là, on voudra pouvoir gérer tous les cas. Oui. Si aujourd'hui, tu devais résumer en une phrase quand est-ce qu'il faut choisir ServiceNow et quand est-ce qu'il ne faudrait pas, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu conseillerais? Un genre de mot de la fin. Je dirais, quand ton application a besoin de données, de processus ou d'utilisateurs qui existent déjà sur la plateforme et Mmh. que tu veux éviter de reconstruire en fait toute la plomberie pour revenir sur l'image de la Mmh. maison, hem, ouais, c'est un bon use case. Super. On arrive à présent à la fin de cet épisode. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être? Non, non, merci beaucoup pour cet échange. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ta disponibilité et merci à nos auditeurs pour leur attention. Très bonne journée et à bientôt. À bientôt.